bonjour à tous. Merci à tous et toutes d'être présents pour ces deux dates, notamment pour ce webinaire, cette sensibilisation à avoir le droit de rédiger ces directives anticipées. Forte demande, forte attente. Écoutez, on va être sur les deux dates à plus de 200 inscrits. Voilà, et on est content d'intervenir sur ce sujet hein, qui pose énormément de questions. Voilà, et je remercie aussi donc le docteur Birqui pour son expertise. Elle interviendra grandement donc sur le sujet. Donc voilà. Donc mardi 12 septembre de 11 h à 12h30 et puis donc ce jeudi 14 septembre, vous pouvez aussi à nouveau inscrire ou vous inscrire au niveau de vos équipes. On prend aussi au dernier moment hein, les personnes qui s'inscrivent le matin même. Merci de couper vos micros. On vous le redit juste pour des questions pour le replay. Hein, voilà, vous pouvez laisser vos caméras allumées, mais si vous souhaitez augmenter le débit, notamment pour la visibilité, à ce moment-là, il va falloir couper vos caméras. Si vous souhaitez prendre la parole, il y aura des moments pour ça où on vous laissera la parole, poser des questions. Le plus simple pour nous, et vous êtes nombreux, c'est d'utiliser le moyen de chat, de conversation qui est sur Teams, qui se situe au milieu de votre écran, tout en haut de la barre, où il est marqué conversation. Et donc, c'est là-dessus où vous pouvez poser vos questions. Les questions seront anonymisées sans aucun problème et à différents temps, nous vous donnerons la parole. Le support vous sera envoyé par mail ainsi qu'un replay sera disponible et l'ensemble des éléments seront aussi disponibles sur notre site. Alors, au sommaire, on verra un petit point très rapidement où se situent les directives anticipées dans le cadre de la démarche de certification de la Haute Autorité Santé, dans le cadre de la V 2023. Un focus notamment sur les attendus de l'HAS et notamment le critère 1.14 sur les directives anticipées. Et donc, ces deux premiers points, on va les passer très rapidement pour après laisser la parole au docteur Birqui au niveau de son expertise, justement, sur en pratique comment délivrer l'information, comment rédiger les directives anticipées, et puis pourquoi les tracer, enfin voilà, toutes les questions en tant que soignant que vous pouvez vous poser, et puis des points d'échange hein, que nous ferons ensemble jusque 12h30. Alors, le référentiel de certification, on vous a mis le lien sur le manuel, la dernière version. Cet après-midi, il y a aussi un webinaire que fait l'HAS pour le manuel 2024. J'ouvre et je ferme la parenthèse sur les directives anticipées ou sur le droit du patient. Peu de changements à part sur le DMP. C'est le seul changement que vous verrez apparaître concernant donc le sujet hein, des directives anticipées et droit du patient. Alors, le référentiel, le manuel hein, que vous commencez d'ores et déjà à maîtriser, le manuel de certification, je ne peux que vous conseiller de le télécharger et de l'avoir sur le coude. Et donc, ce manuel est fait sous forme de fiches critères et de fiches pratiques. Donc, voilà, sur donc, différents critères que vous connaissez. Alors, ce manuel, hein, 3 chapitres. Chapitre 1, le patient. Chapitre 2, les équipes de soins. Chapitre 3, les établissements de santé. Ces 3 chapitres sont imbriqués hein, l'un dans l'autre hein, au niveau des objectifs à atteindre, 15 objectifs à atteindre que demande la HAS, et notamment le sujet qui nous importe aujourd'hui. On est bien sur le chapitre 1, le sujet focus patient, le patient est informé, son implication est recherchée. Donc, c'est le sujet de ce jour. Et notamment sur les directives anticipées, nous sommes bien sur le chapitre 1, il va falloir notamment sur les directives anticipées imbriquer les 3 objectifs qui sont donc le patient est informé, son application est recherchée, mais aussi atteindre un objectif sur le respect, le patient est respecté, impliquer les proches et les aidants, les associer dans la démarche. Le docteur Birqui aussi en parlera à ce niveau-là. Et puis, on fera le lien aussi sur les conditions de vie, le lien social, etc. Le patient, la communication avec le patient non communicant, vous verrez après. Pour poursuivre, le critère sur les directives anticipées, hein, le patient est informé de façon adaptée sur son droit à rédiger ses directives anticipées, devoir d'action, informer de façon adaptée et rédiger ses directives anticipées. Ce critère, il n'est pas unique, il est plus qu'important de le travailler
avec 4 autres critères qui sont: le patient reçoit une information claire et adaptée à son degré de discernement sur son état de santé, les hypothèses et confirmations diagnostiques. Un autre critère, le patient est impliqué s'il le souhaite dans l'évaluation bénéfice-risque de toute décision majeure dans sa prise en charge. Un autre critère, le patient a pu désigner la personne à prévenir et la personne de confiance. Et puis un critère impératif, on y reviendra après, impératif aux yeux de l'HAS, les choses qu'on ne veut plus voir. Donc là, il faut atteindre l'objectif. Le patient exprime son consentement libre et éclairé sur son projet de soins et ses modalités, et ça renvoie aux directives anticipées, le choix du patient. Donc, point important, hein, vous voyez bien que les directives anticipées s'imbriquent bien. Il faut travailler du coup les directives anticipées avec ces 4 autres critères-là, les 4 objectifs fichés par la Haute Autorité de Santé. Pour rappel, très rapidement, on n'est pas là pour relire les 17 critères impératifs, mais vous savez, 17 critères impératifs, et notamment ici l'intervention du docteur Birkuit et du réseau santé qualité. On est bien sur l'information, la participation et le consentement du patient. Donc, obtenir le consentement du patient. Alors, très rapidement, le décryptage de ce critère. On est bien sur le critère 1.1 lorsque vous prenez votre manuel de certification. Premier point clé à faire lorsque vous êtes en groupe de travail, on ne peut que vous le rappeler, télécharger ici les références et les références légales, et avant d'attaquer, de savoir si vous êtes au niveau, lisez les références réglementaires. C'est important. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que la société, qu'est-ce que la Haute Autorité de Santé, la société attend en fait de nous vis-à-vis du patient, de l'établissement et des professionnels. Point important, donc, avant de commencer, emparez-vous des références. Ici, vous les retrouvez ici sur le manuel de certification. Si on décrypte un peu le critère, ici, vous voyez, hein, l'objectif, le patient est informé de façon adaptée sur son droit à diriger ses directives anticipées, ou les DA, hein, qu'on dit communément. Il faut comprendre que l'HAS, ici, les directives anticipées, on est en termes de périmètre sur tous les secteurs de soins, pour tous les types de prise en charge. Souvent, on nous demande, oui, mais en HAD, oui, mais en ambulatoire, oui. Non, 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 il n'y a pas d'exclusion SSR, SLD, tous les parcours, dans tous les parcours, il faut informer de façon adaptée sur les directives anticipées. Donc, il n'y a pas d'exclusion, c'est l'ensemble des parcours dans le secteur hospitalier. Autre point important, hein, rédiger ces directives anticipées est un droit. Et puis après, vous avez la suite de la phrase, notamment toujours en termes de verbe d'action. Qu'est-ce qu'entend l'HAS ici en termes d'objectifs? Il faut à minima avoir une procédure sur les directives anticipées, le recueil, l'information, la traçabilité. Il faut que ce soit partagé en équipe à travers des plans de formation, de sensibilisation. Et puis, faire le lien, ne l'oubliez pas, avec votre comité éthique, la charte du patient hospitalisé ou charte de la personne hospitalisée, la charte Romain Jacob pour les enfants, etc. Et pour rappel, il faut être conforme à la loi, hein. Je ne vous referai pas l'histoire de Vincent Imbert. Autre point clé, vous voyez, dans le manuel, on a un encart sur les modalités, les éléments d'évaluation, les modalités, notamment concernant le patient. Ici, hein, le patient est informé sur son droit à rédiger ses directives anticipées, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et notamment, qu'est-ce qu'on attend en termes de démarche qualité? Eh bien, des moyens de communication qui soient adaptés à l'âge du patient et ou à son degré de compréhension et ou à la maîtrise de la langue, à la gravité de la situation clinique, et puis le cas échéant, n'oubliez pas la personne de confiance, les aidants, etc. L'information orale qui est importante, qui doit être remise au niveau d'un écrit, la traçabilité, la HAS insiste beaucoup là-dessus sur la HAS, tracée pour garantir une continuité pour les collègues, les équipes, hein, ça c'est important. Et puis la relation de confiance aussi, on retrouvera ce point clé sur cette relation de confiance, la désignation aussi de la personne de confiance. Enfin, vous pouvez uniformiser, mais effectivement, on peut rencontrer quelques difficultés, notamment sur quelques secteurs, notamment l'ambulatoire ou les soins palliatifs. L'ambulatoire, je rentre le matin, je sors le soir. Pour les directives anticipées, ce n'est pas forcément le même objectif que vous retrouverez, notamment dans les soins palliatifs. Hein, et puis, notamment sur ces directives qui peuvent changer ici sur des parcours qui peuvent être plus ou moins longs. Autre point attendu sur le terrain par les experts visiteurs, côté professionnel, c'est tracé en équipe, et donc notamment à travers le patient traceur, l'expert visiteur prendra 5 dossiers au hasard et va vérifier cette traçabilité. Tracer en équipe, hein, je vous le rappelle aussi, ça permet une coordination, une continuité entre collègues, jour, nuit, équipe contre équipe, etc. ou interservice ou interopérabilité. Interopérabilité qu'on retrouvera ici dans le dossier patient, et notamment, hein, de plus en plus, on a
beaucoup de logiciels. Il faut qu'on retrouve la donnée dans les différents logiciels que vous utilisez. Dernier point important, on est bien sur le témoignage de l'information donnée aux patients, la traçabilité dans le dossier. On peut remettre aussi des documents aux patients. Et n'oubliez pas, les collègues nouvellement arrivés dans le service, il peut y avoir des pratiques spécifiques d'un service à l'autre. Il faut qu'ils soient au courant. On pense aussi aux nouveaux arrivants, que ce soit les intérimaires ou l'équipe qui sont dans le pool. Enfin, dernier point, sur le patient traceur, c'est évalué en équipe. Vous faites désormais, ça fait partie du paysage de nos établissements. S'évaluer en équipe, ça se fait là à l'aide du patient traceur. C'est ce que demande l'HS. C'est quelque chose d'assez simple. S'évaluer en équipe, soit à travers, vous pouvez faire des quick audits pour retrouver, si vous retrouvez donc la trace de ces directives anticipées, si c'est tracé dans le dossier. Vous pouvez désigner un référent. Vous savez qu'on retrouve ces éléments aussi dans les indicateurs qualité et sécurité des soins. Vous pouvez faire aussi des quick audits sur du dossier patient traceur, discuter en équipe. Des fois, qu'on ne sait pas tracer, le lundi matin en staff, pas tracé, on réagit tout de suite. Et à ce moment-là, on retourne voir le patient et on corrige. Il y a aussi des systèmes de supervision qu'on retrouve aussi en équipe, plutôt dans des secteurs type soins palliatifs. Et puis, s'il y a un événement indésirable, un défaut de traçabilité ou un défaut de compréhension, qu'il y a une plainte ou réclamation d'un patient, n'hésitez pas à faire du CREX, à débriefer en équipe pour savoir avant tout ce qui a été, c'est le plus important. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Et puis quand ça ne s'est pas bien passé, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour corriger? On vous a remis ici de façon très positive. Vous pouvez avoir développé d'autres réponses. L'AHS n'est pas restrictif à ce niveau-là et vous pouvez avoir développé d'autres réponses. Pour aller plus loin, au niveau de France Asso Santé, on a avec eux, on les a, on a été co-rédacteur de fiches pratiques, notamment sur le droit des malades. Et notamment, vous retrouverez 4 fiches sur le droit à l'information, le consentement aux soins, la personne de confiance et la fin de vie et les directives anticipées. 4 fiches importantes, côté usager, que vous pouvez vous en servir, télécharger. Donc le support, lorsqu'on vous l'enverra, vous passez la petite main dessus et vous pouvez télécharger les fiches. Et puis, côté FORAP, c'est la Fédération des réseaux qualité de France. On a rédigé aussi des fiches pour le sanitaire, mais aussi pour le médico-social, parce que le médico-social, les objectifs sont identiques, mais la cible peut être différente sur la personne âgée ou la personne handicapée, les enfants, etc. Donc, vous pouvez aussi retrouver des éléments qui sont un peu plus appropriés dans votre secteur, pédiatrie ou autre. Voilà. Enfin, n'hésitez pas, notamment sur des sujets qui sont un peu plus complexes. Voilà, il y a des équipes de soins palliatifs aussi qui sont là aussi, qui ont un peu l'habitude aussi sur ces directives anticipées, qu'ils soient adultes ou enfants. On pensera aussi à l'équipe RNE. Quelques ressources aussi qu'on vous a mis, à nouveau en lien, le manuel de certification et puis des outils d'appropriation du référentiel. Voilà, je vais laisser la parole au docteur Bircuit, que je remercie grandement donc là pour son intervention. Elle va être beaucoup plus pratique. Donc, une première phase qui était un peu plus axée manuel de certification, un tab d'objectifs, et puis travailler avec les équipes pour sa démarche de certification qualité, la démarche HAS. Et puis maintenant, au quotidien, c'est ce qui vous intéresse aussi avant tout, au quotidien, comment délivrer l'information, comment rédiger et pourquoi tracer. Docteur Bircuit, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invitée pour vous parler des directives anticipées. Alors, je suis le docteur Laurence Bircuit, je suis médecin à l'hôpital de Compiègne, praticien hospitalier, et je travaille depuis un peu plus de 23 ans en soins palliatifs. Donc, je vais vous parler un peu aussi de mon expérience et puis de comment j'ai vu la loi évoluer sur ces 20 dernières années, parce que ça a aussi eu beaucoup d'implications sur nos pratiques soignantes au quotidien. Alors, diapo suivante. Si, donc là, je vous ai mis une diapositive récapitulative un petit peu des dernières
la diapo, oui, voilà, des circulaires depuis 1986, mais je trouve qu'il était intéressant de se pencher un petit peu sur l'évolution en fait de cette législation, mais en se rapportant un peu à l'histoire médicale dans les années 80, le contexte social, le contexte politique aussi, et surtout la parole des usagers, des patients qui a commencé à émerger dans les années 80, dans un contexte de médicalisation, on va dire un petit peu à outrance, avec une médecine hyper technique, un pouvoir croissant de la réanimation, et j'allais dire un tout pouvoir médical où vraiment la personne face à la médecine n'avait pas beaucoup le droit à la parole. Et on a vu dans ces années 80 émerger une forme de ras-le-bol des soignants tout doucement, en particulier au niveau des patients hospitalisés en cancérologie, et ça a fait progresser un petit peu les mentalités. Et le législateur, en fait, s'est emparé de ce problème en établissant des lois au fur et à mesure pour permettre, comment dire, l'émergence de la volonté du patient et surtout son autonomie, sa capacité à dire oui, sa capacité à dire non. Donc en 1986, on a la circulaire du 26 août qui est autour de l'organisation des soins et de l'accompagnement des malades en phase terminale. En 99, on a aussi une loi qui vise l'accès aux soins palliatifs pour tous. Et puis en 2002, la loi relative aux droits des malades, ce qu'on appelle la loi Kouchner, qui était une loi importante où on voit apparaître la notion de personne de confiance qu'on décryptera tout à l'heure tous ensemble. La loi 2002, elle est importante parce qu'elle pose aussi la notion d'information pour le patient et la notion de consentement. Ce sont donc deux valeurs fondamentales dans notre pratique de soins. Et en particulier au niveau de l'information, quelque chose de nouveau, c'était de dépasser la notion d'information sur le curatif, c'est-à-dire surtout le diagnostic, mais les médecins n'abordaient pas en fait la notion de pronostic. Et c'est quelque chose qui commence à apparaître dans les mentalités autour des années 2000. C'est aussi à cette époque-là qu'on voit se développer les soins palliatifs avec la possibilité de créer ces fameuses équipes mobiles de soins palliatifs grâce à cette loi Kouchner et au financement du ministère de la Santé. Cette possibilité de faire émerger la parole du patient, en fait, on va voir que de 2002 jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, c'est un petit peu le fil rouge. Et comment respecter son autonomie et faire apparaître au décours de son parcours médical son autonomie, sa volonté, ses choix. 2005, la loi relative aux droits des malades à la fin de vie, ce qu'on appelle la première loi Leonetti, loi extrêmement importante qu'on reverra aussi après plus en détail, beaucoup plus large, autour des directives anticipées, de l'obstination, du refus de l'obstination déraisonnable, et puis la loi de 2016, loi Claes-Leonetti, qui devient encore plus précise et avec des droits pour le patient nouveau, et en particulier au niveau de la sédation. Ce que je souhaitais souligner aussi, c'était que cette évolution de la législation nous montre qu'on est parti du droit à l'information du pronostic, pour arriver à libérer la parole du patient, pour qu'il puisse aussi refuser des soins, refuser des traitements, jusqu'à refuser l'alimentation ou l'hydratation, ou accepter aussi pouvoir demander son droit à la sédation. La question de l'autonomie, elle est importante puisqu'on parle d'autonomie quand le patient est conscient, mais la question suivante qui est développée aussi au travers de ces lois, c'est comment exprimer l'autonomie du patient quand il n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté. Et donc, c'est ce qu'on verra aussi dans la suite de l'exposé. Diapo suivante. Diapo suivante. Voilà. La loi Leonetti du 22 avril 2005, donc non, celle d'avant, pardon, j'étais trop vite. Donc, je vous rappelle qu'elle mentionnait l'interdiction de toute obstination déraisonnable. Pour mémoire, les mots obstination déraisonnable sont venus remplacer les mots acharnement thérapeutique. C'était des mots qui étaient employés par les patients et par les familles. Mais dans le texte de loi, on voit apparaître le mot obstination déraisonnable qui veut dire la même chose que acharnement thérapeutique. Processus décisionnel en cas de patient inconscient ou arrêt de traitement reposant sur deux mots-clés, la collégialité et la transparence de la décision. Apparaît pour la première fois la possibilité de décider quand le patient n'est pas conscient, avec une procédure à suivre extrêmement rigoureuse. La notion de décision ensemble, en équipe, et pas seulement entre médecins, mais avec médecins, infirmières
infirmière, aide-soignante ou tout soignant ayant connu le patient et qui peut apporter un éclairage pour la prise de décision. Et la notion de transparence de la décision. Qu'est-ce que ça veut dire transparence de la décision? Ça veut dire traçabilité. On a connu beaucoup trop de décisions faites dans un couloir, dans un coin de chambre, avec un médecin tout seul, et une décision qui est argumentée, qui est claire, qui est posée, dans laquelle il y a eu un discernement, eh bien, elle est écrite et elle est tracée sans aucun problème. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important, cette traçabilité. Il n'y a pas de bonne décision si elle n'est pas tracée. Les droits du patient sont renforcés. Le patient peut refuser un traitement et le médecin doit respecter sa décision. Renforcement du rôle de la personne de confiance, on verra tout à l'heure exactement la définition de la personne de confiance, et puis l'apparition des directives anticipées avec la façon de les écrire. On va avoir comme engagement pour le futur. Diapo suivante. La loi Claes-Leonetti de 2016 non, juste avant, voilà, confirme le refus de l'obstination déraisonnable. En fait, elle s'appuie sur la loi, la loi précédente, la loi Leonetti, mais elle ajoute des critères qui sont beaucoup plus restrictifs, dont le droit pour tout malade d'interrompre ou de refuser tout traitement. Malade pour refuser tout traitement. Ce qui est important, c'est que dans le tout traitement sont mentionnés pour la première fois le droit d'arrêter l'hydratation et l'alimentation qui sont considérés comme un traitement médical. Le droit de faire respecter ses volontés pour le patient, par la personne de confiance et par les directives anticipées qui deviennent opposables. Dans la loi Leonetti, elles n'étaient pas opposables. Les directives anticipées pouvaient être écrites, mais le médecin n'était pas dans l'obligation de les suivre. La loi Claes-Leonetti franchit une marche en les mettant opposables, c'est-à-dire que le médecin doit les appliquer, sauf circonstances où celui-ci pense qu'elles sont inadaptées ou en cas d'urgence. Mais si le médecin n'applique pas ces directives anticipées, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il doit argumenter de manière extrêmement précise le pourquoi de son action. Si je voulais vous donner un exemple, quelqu'un qui aurait mis je refuse d'être réanimé, intubé, parce que j'ai une maladie grave, voilà, avec un pronostic létal engagé. On imagine que ce patient fait une fausse route au domicile et un arrêt cardio-respiratoire. Est-ce que ces directives anticipées s'appliquent dans le cas de cette fausse route sur voilà, cet arrêt respiratoire, ce fausse route? Bien évidemment, les pompiers vont être appelés ou des manœuvres vont être engagées et ensuite, en fonction de l'état clinique, si le patient est conscient ou inconscient, suivront et peut-être qu'on arrêtera la réanimation en fonction de l'évolution. Mais logiquement, on doit donc répondre à ces directives anticipées et les appliquer. Le droit pour tous les patients de mourir soulagés, quelles que soient les circonstances, même les plus complexes. Alors là, c'est le droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès et l'acceptation du double effet. Je vais d'abord parler de l'acceptation du double effet. Je pense que vous connaissez tous ce concept, mais je fais un petit rappel. Ça veut dire que par la loi Claes-Leonetti, le corps médical est avec le droit, bien sûr, de mettre toutes les posologies possibles ou toutes les médications possibles pour soulager le patient, quels que soient les effets secondaires. Ce qui est important, c'est que dans la notion de double effet, l'intention première est de soulager, même si on a conscience qu'il y a des effets secondaires qui peuvent éventuellement mettre en danger la vie du patient ou en tout cas peut-être raccourcir sa durée de vie. Mais l'intention est de soulager et que pour soulager, on n'a pas de limite thérapeutique. On peut mettre en place tout ce qui est bon à mettre en place pour soulager le patient. C'est ça la notion de double effet. C'est important pour le patient, mais ça veut dire aussi qu'on doit être en capacité d'expliquer ce double effet au patient. Le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, j'en parlerai juste après, mais c'est un droit relativement nouveau en 2016, un droit qui n'est pas assez connu. Et on va voir toutes les intrications avec les directives anticipées, puisque en général, dans les directives anticipées, les patients peuvent aborder ce sujet de la sédation et ça implique aussi que les soignants doivent connaître ce qu'est la sédation, doivent connaître ce qu'est la notion de double effet pour permettre à la personne qui rédige ces directives anticipées de les rédiger avec une information tout à fait adaptée et éclairée, comme l'a dit tout à l'heure. La diapo. Voilà. Donc la personne de confiance, petit rappel, toute personne majeure
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. La personne de confiance, elle rend compte de la volonté de la personne, et ça, c'est vraiment le critère fondamental. Elle ne parle pas en son nom propre, elle parle au nom de la personne, elle est censée représenter la personne, est censée la connaître bien. Son témoignage prévaut sur tous les autres témoignages et cette désignation est faite par écrit et co-signée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. La personne de confiance peut accompagner le patient dans ses démarches médicales ou administratives et assister donc aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. La personne de confiance est fondamentale. C'est pas simplement la personne à prévenir, mais ça, je pense que dans vos établissements, vous êtes bien briefés là-dessus, de pas faire l'amalgame. La personne de confiance, elle est vraiment là pour le parcours de santé du patient. C'est un petit peu son bras droit, mais elle ne remplace pas, quand la personne est consciente et en capacité de s'exprimer, elle ne remplace pas cette personne. Diapo suivante. Quand la personne est hospitalisée, eh bien, la personne de confiance est désignée à l'entrée. Elle est valable pour toute la durée de l'hospitalisation, à moins que le patient change d'avis. Et dans le cas du suivi en vie, le médecin traitant s'assure aussi que le patient est informé de sa possibilité de désigner une personne de confiance. Si le patient est sous tutelle, il peut avoir une personne de confiance à partir du moment où le juge ou le conseil de famille a autorisé cette possibilité. Diapo suivante. La personne de confiance peut rédiger, la personne malade peut donc rédiger ses directives anticipées. Elle le fait pour le cas où elle ne serait plus en capacité d'exprimer sa volonté. Donc, on va dire globalement quand elle perd conscience, qu'elle est dans le coma ou qu'elle a par exemple un AVC avec une aphasie et l'incapacité de communiquer. Ces directives anticipées, elles vont exprimer la volonté de la personne malade autour de sa fin de vie, ses choix. En ce qui concerne les conditions et la poursuite ou la limitation ou l'arrêt des traitements ou le refus de traitement ou d'actes médicaux. Ces directives anticipées, elles sont révisables et révocables à tout moment. Alors, contrairement à la loi Leonetti, la première, elles n'ont pas de date de péremption. Une fois qu'elles sont écrites, elles sont valables. Mais on peut les refaire, on peut les changer. Il suffit juste de remettre la date et de resigner et on peut les enrichir ou éventuellement les alléger. Elles ne sont donc pas limitées dans le temps. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'impose au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention, de traitement, sauf en cas d'urgence vitale, où le médecin peut prendre le temps nécessaire pour faire une évaluation. Suivante. Attention, ça c'est un message vraiment clé. La rédaction des directives anticipées n'est pas une obligation pour le patient. C'est une obligation pour les soignants d'informer le patient de l'existence de ces directives anticipées, de pouvoir les rédiger. C'est une obligation pour les soignants dans les établissements aussi de devoir les recueillir, de savoir si elles sont dans le dossier médical ou si elles ont été écrites, mais ce n'est pas une obligation pour le patient de les écrire. Et parfois, des soignants pensent que c'est obligatoire. Donc ça, c'est très important. Chaque patient a la liberté d'écrire ou de ne pas écrire, de sa connaissance de sa maladie, de sa philosophie de vie, des patients qui sont dans l'instant présent, ou des personnes qui veulent vivre au jour le jour, ici et maintenant, ne sont pas forcément dans l'anticipation et dans la visualisation de ce qui pourrait leur arriver au cours de leur parcours de santé. Diapo suivante. Alors, celle-là aussi, cette diapositive est importante, c'est la hiérarchie des modes d'expression de la volonté du patient et bien les remettre dans l'ordre. On voit souvent dans les services des soignants qui nous disent ah, est-ce qu'il a écrit ses directives anticipées, etc. On veut savoir ses choix. Et on leur dit mais ton patient, il est conscient, il est cohérent, il suffit juste d'aller lui demander. Donc la principale chose, c'est pas de savoir s'il a écrit ses directives anticipées, c'est de savoir si le patient est en capacité d'exprimer sa volonté et d'exprimer ses choix. Donc c'est d'abord la parole du patient qui prime sur toute autre action. Si le patient est conscient, c'est d'abord le patient qu'on va voir, même s'il a écrit ses directives anticipées, on va aller revoir avec lui si ces directives sont toujours d'actualité. Ensuite, pour représenter au mieux la parole du patient, le document suivant, ce sont les directives pour représenter la parole du patient, puisque c'est lui qui les a écrites. Un troisième temps, c'est la personne de confiance.
Et ensuite, s'il n'y a pas de personne de confiance, s'il n'y a pas de directive anticipée, effectivement, c'est le témoignage de la famille ou des proches. Et là, ce qui est très important aussi, c'est le regard des équipes soignantes qui peuvent, lors d'une maladie chronique, avoir repéré les personnes qui sont présentes, qui rendent visite souvent, qui appellent souvent et qui ont l'air d'être sont appréciées aussi par le patient. Donc tous ces témoignages sont très importants pour décider si on doit prendre des décisions difficiles. Diapo suivante. La loi stipule aussi le droit à avoir une fin de vie digne. Vous l'avez vu aussi dans les diapositives tout à l'heure. Personne n'a le droit à une fin de vie digne, accompagnée du meilleur apaisement possible pour la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. À la ligne. Diapo suivante. Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. C'est la notion de double effet qui apparaît dans cette loi Léonie-Ticlès. Donc ça, je pense que vous avez compris, c'est la capacité à discerner entre l'effet positif et l'effet négatif, avec une intention qui est une intention bonne, l'intention de soulager le patient, et que pour soulager le patient, j'allais dire, les moyens doivent être mis en place, mais savoir que on peut avoir des effets secondaires et que le patient doit être prévenu. Par exemple, pour une antalgie sur douleur réfractaire et importante, on peut avoir une sédation ou une somnolence importante jusqu'à une perte de conscience, et le patient doit être informé que pour être soulagé, peut-être qu'il perdra la relation avec ses proches. Évidemment, la famille doit aussi être informée dans ces cas-là. Le médecin doit alors informer le malade, la personne de confiance ou à défaut un des proches du malade. Cette loi, elle nous impose vraiment, mais c'est tout à fait normal, de tracer aussi toutes ces informations, tous ces traitements mis en place, toutes ces décisions qui ont été prises, de les tracer dans le dossier, mais en parallèle de tracer l'information au patient, l'information à la personne de confiance, l'information à la famille, si le patient est d'accord pour qu'on informe ses proches. La procédure suivie est inscrite donc dans le dossier médical de manière claire. Quand je mets le dossier médical, c'est évidemment aussi la traçabilité de l'information par les soignants, tout ce que l'infirmière a pu transmettre comme information ou tout ce que l'infirmière a pu recueillir comme question de l'apport du patient. La même chose pour les aides-soignantes. En fait, tout professionnel soignant écrit dans le dossier médical un résumé de l'entretien qu'il a eu avec son patient. C'est vraiment très important. Diapositive suivante. Alors là, je vais aborder la sédation pas sur un plan théorique et pratique, parce que ce n'est pas l'objet du topo d'aujourd'hui, mais on ne peut pas parler de la loi Leonetti, on ne peut pas parler des directives anticipées sans aborder un tout petit peu la notion de sédation, puisque dans la discussion, ça va être très important pour le patient. Alors, la sédation, pour résumer en quelques mots, c'est la possibilité par des moyens médicamenteux d'altérer la conscience du patient, voire jusqu'à une abolition de la vigilance pour avoir un patient qui serait sédaté, c'est-à-dire avec un état clinique apparent au coma. La sédation permet, par l'utilisation de ces thérapeutiques, de doser une sédation plus ou moins profonde, c'est-à-dire que l'état de sédation peut être total, complet, une sédation profonde avec un patient qui ne réagit à aucun stimuli, mais on peut avoir aussi une sédation plutôt légère avec un patient qui réagirait à la stimulation verbale ou tactile ou avec une ouverture des yeux. Donc vous voyez qu'on peut avoir une sédation qui peut être proportionnée, c'est-à-dire plus ou moins profonde. La sédation, elle peut être temporaire, par exemple pendant un soin douloureux. On va majorer nos thérapeutiques pour que le patient ne soit pas du tout conscient d'un geste douloureux et sédation qui peut durer 1 heure ou 2 heures. Ça peut être aussi une sédation qui peut être demandée par le patient pendant une durée particulière, par exemple dormir et ne pas être éveillable de 20 heures le soir jusqu'à 8 heures le matin, ou être simplement vigilant pour la visite de ses proches. Mais le patient peut aussi demander ce qu'on appelle une sédation profonde et continue, ce qui veut dire démarrer une sédation qui fait perdre la vigilance de l'instant où la sédation est démarrée jusqu'à la fin de vie, c'est-à-dire jusqu'à la mort du patient.
Donc, le patient peut le demander. Alors, quand est-ce qu'il peut demander une sédation? En fait, il y a des critères qui sont quand même très, très précis. Donc, le patient le demande en fait pour éviter toute souffrance et ne pas subir ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. Il demande une sédation profonde et continue qui va provoquer une altération de sa conscience, qui va être maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. Bien sûr, on n'arrête pas les traitements antalgiques quand le patient est sédaté. Il va arrêter l'ensemble des traitements qui le maintiennent en vie. Alors, il peut le faire dans quel cas? Le patient peut le faire quand il est atteint d'une affection grave et incurable. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que le pronostic vital est engagé à court terme, c'est quelques heures à quelques jours, et qu'il présente une souffrance réfractaire au traitement. Il doit avoir ces 3 critères en même temps de valider. La souffrance réfractaire au traitement, ça c'est aussi un critère fondamental. Ça veut dire une souffrance qu'on n'arrive pas à soulager. Ça peut être une souffrance physique ou une souffrance morale. Une souffrance donc qui est réfractaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réfractaire au traitement nécessite et impose le fait que tous les traitements possibles aient été mis en place. C'est-à-dire que là où est le patient, avec l'équipe qui s'occupe de lui, il faut qu'on ait bien validé que tout ce qui a été mis en place et qui est accessible, j'allais dire en France aujourd'hui en 2023, pour soulager la douleur, a bien été proposé. C'est-à-dire qu'on est allé chercher au-delà de nos connaissances d'équipe, par exemple. Est-ce qu'il faut savoir se poser la question de est-ce que nous, médecins, dans cette situation-là, on est la meilleure personne pour soulager ce type de douleur? Est-ce que j'ai les compétences, moi, en tant que docteur, pour dire que la souffrance est réfractaire et qu'on a tout fait pour le soulager? Ça, c'est vraiment une grosse question dans les équipes. Savoir se remettre en question soi-même et se dire est-ce que on est la bonne équipe là pour dire que cette souffrance réfractaire, là, on est au bout, on est au taquet, on n'a plus rien à proposer aux patients. Donc, c'est légitime d'avoir un accès à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès parce qu'on n'arrive pas à soulager ce patient malgré tout ce qu'on a fait. Donc, il faut être excessivement vigilant sur ce critère de souffrance réfractaire. Ensuite, le patient peut demander, quand il a une affection grave et incurable, d'arrêter un traitement qui engage son pronostic vital à court terme. Et à ce moment-là, s'il demande d'arrêter ce traitement, si l'arrêt de ce traitement entraîne une souffrance insupportable, il peut demander à être sédaté. Pour vous donner un exemple un peu parlant, ce serait l'exemple d'un patient qui aurait une SLA et qui est ventilé 24 heures sur 24 avec sa VNI. On ne peut pas lui enlever sa VNI, ou bien qui serait ventilé sur une trachéo. Et on ne peut pas lui enlever sa trachéo, sinon il meurt. Ce patient qui a une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé, il ne survit quelque part que grâce à sa ventilation artificielle. Avec la loi Claes-Leonetti, ce patient est en droit de dire à un moment donné cette technique de ventilation, je la refuse, elle est trop lourde pour moi, ça crée une spirale insupportable et je demande à ce qu'on arrête ma ventilation artificielle, soit ma VNI ou soit ma ventilation sur ma trachéo. On sait très bien que arrêter une VNI ou arrêter une ventilation sur trachéo engage une souffrance et un risque et une asphyxie à court terme. Donc bien sûr, dans ces cas-là, le patient est en droit d'arrêter sa ventilation. Il devra bénéficier d'une information loyale, éclairée, vérifier la compréhension, voir s'il n'y a pas d'enjeux derrière qui font qu'il demande à arrêter cette ventilation. Vérifier aussi au niveau psychologique, un entretien poussé pour évaluer un syndrome dépressif sous-jacent. Et donc, si on arrête cette ventilation, on va sédater le patient pour que cela se passe sans souffrance pour lui. Voilà. Si vous avez des questions pendant mon propos, bien sûr, je sais que vous pouvez en poser. Je ne l'ai pas dit au départ, mais ça me semble être une évidence. Je crois que M. Courvoisier me le dira à ce moment-là. Diapo suivante. Donc, à la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en place à son domicile, quel que soit son lieu de vie, et aussi en établissement de santé, donc dans les hôpitaux, etc., les cliniques, mais aussi en HAD. Ce qu'on vous a dit tout à l'heure autour des directives anticipées, eh bien, c'est valable quel que soit l'endroit où le patient vit. Alors, bien sûr, si on fait une sédation à la maison, il faut qu'il y ait un entourage familial, un entourage professionnel important, un entourage professionnel formé aussi à ce type de pratique médicale. Et bien sûr, l'ensemble de toutes ces procédures sera inscrit dans le dossier médical du patient. Diapo suivante. Alors, si je reviens sur le côté pratique des choses,
Les directives anticipées, vous avez bien compris qu'il fallait les écrire sur papier libre, daté, signé, nom, prénom, lieu, date de naissance, etc. du patient. Si le patient ne peut pas écrire ou s'il n'a pas la possibilité parce qu'il ne peut pas mobiliser ses mains, il peut avoir 2 témoins à ce moment-là, dont la personne de confiance, c'est mieux, qui vont attester que c'est bien la parole du patient qui est transcrite sur ce papier. Donc ces directives, elles peuvent être modifiées à tout moment et elles doivent être accessibles par le médecin qui va prendre les décisions. Donc ce qu'il faut, c'est que le patient transmette bien à ses proches, à sa personne de confiance, à son médecin traitant, à ses équipes soignantes, qu'il a écrit des directives anticipées, qu'il les donne ou qu'il dise où est-ce qu'elles sont rangées. Donc on a parfois des choses assez drôles, hein, des directives anticipées qui sont cachées dans un coin de placard ou sous un matelas, mais l'intérêt c'est qu'elles soient accessibles pour tout le monde, donc que la communication se fasse de manière claire. Diapo suivante. Quand il n'y a pas de directive anticipée ou quand le patient a écrit des directives anticipées, de toute façon, quand on va prendre des décisions, quand le patient n'est pas conscient, quand il ne peut pas exprimer sa volonté, eh bien, je reprends ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la procédure collégiale, toutes ces décisions se après concertation avec l'équipe de soins. S'il y a une équipe de soins, bien sûr. Quand on est tout seul au domicile, eh bien, le médecin traitant, en général, il y a tout de même une infirmière libérale ou un service de soins à domicile qui passe et le médecin est dans l'obligation de chercher des soignants qui connaissent ce patient pour décider en concertation avec d'autres. Quand on est dans une équipe hospitalière ou en EHPAD, eh bien, la loi nous demande en fait que ce ne soit pas un seul médecin et pas que le médecin référent qui prenne la décision. Dans l'idéal, qu'il y ait un autre médecin de l'équipe et en particulier un médecin qui ne se serait pas occupé du patient pour avoir un regard de tiers, un regard beaucoup plus neutre. Et puis, on nous demande aussi qu'il n'y ait aucun lien de nature hiérarchique entre les 2 praticiens. Alors ça, c'est assez difficile parce que dans une équipe, quand il y a un chef de service, un autre médecin, est-ce que la parole du collègue et du confrère est vraiment libre parce qu'il y a un chef de service dans la discussion? Ça, dans le quotidien, c'est très difficile d'aller chercher un médecin en dehors de notre équipe, mais on peut le faire. Pour des cas très complexes, on essaie quand même d'avoir des professionnels qui n'appartiennent pas à notre unité de soins. Et puis, on peut demander un deuxième avis aussi après, quand la décision est complexe. Ne pas hésiter à prendre du temps quand on n'est pas dans l'urgence pour avoir des avis extérieurs. L'équipe mobile de soins palliatifs, par exemple, peut être le consultant extérieur dans nos établissements ou dans les réseaux, dans les DAC et dans les EHPAD où il y a des équipes mobiles d'appui aussi. Diapo suivante. Alors, il y a 2 questions qui sont tombées, mais au tout début. Alors, je Ouais. ne voulais pas tout de suite les donner parce qu'en fait, on est concrètement là sur ces 2 points sur la formalisation. Je reviens un tout petit peu en arrière. Alors, je m'excuse, il y a des diapos qui sautent, c'est indépendant du voilà. Donc, à chaque fois, j'essaye de bien me caler, hein, docteur, vous inquiétez pas. C'est pas grave. Sur les directives anticipées, effectivement, pour les enfants, alors concrètement, comment on fait? C'est le responsable légal? Enfin, je pose des questions comme ça, hein, par exemple, moi, je viendrai avec mes enfants, c'est quoi? Il faut prouver, c'est le responsable. Comment on fait, en fait? Bah, je pense que pour les enfants, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on va voir après pour les adultes, c'est tout ce qui est discussion anticipée aussi. C'est la capacité que l'enfant a de dire comment il vit ses soins, comment il se projette. Après, au niveau de la loi, les directives anticipées, elles sont pour les personnes majeures. D'accord. Alors après, c'est le responsable légal, évidemment, Mmh. au niveau des parents. Heu, je crois que là où c'est assez complexe, c'est pour les jeunes adultes, j'allais dire, les grands adolescents qui raisonnent, quand même presque comme des adultes. Donc c'est vraiment écouter leurs paroles, la tracer dans les dossiers et puis mettre en lien la parole de l'enfant et la parole des parents et la parole des équipes soignantes pour décider tous ensemble. Mais la D'accord, loi donc Leonetti, elle est pas les directives anticipées, là, elle est pour les mmh, personnes majeures. d'accord. Donc effectivement, là, l'importance aussi ce que vous évoquiez aussi, hein, donc l'importance du responsable aussi, le responsable légal et de bien faire ce lien, de bien tracer. Oui, oui et puis je pense que tout ce qui est autour de la pédiatrie, c'est Mmh. vraiment autour de la communication, de l'écoute, enfin de tout ce qu'on peut recueillir, comme, sentiment aussi de cet enfant, enfin ses attitudes, ce qui est verbal, ce qui est non verbal, on le D'accord. verra aussi pour les personnes âgées, c'est Mmh. fondamental. Et puis il y avait une autre question, pour les patients en psychiatrie.
Alors, c'est pas comme la pédiatrie, parce qu'au niveau de la psychiatrie, ce qui est important, c'est de voir si la personne est sous mesure de protection. Si elle n'est pas sous mesure de protection, eh bien, c'est sa parole qu'on écoute, avec l'aide évidemment des personnes qui la soignent et les psychiatres et les équipes qui sont les plus aptes à connaître son histoire de vie. Et après, c'est de voir si elle est sous mesure de protection et dans ces mesures de protection, voir si les personnes donc, qui sont, comment dire, je trouve plus les mots. Les personnes qui ont en charge la protection du patient Les ont tuteurs, un les tu- droit sur tout ce qui est santé. S'il n'y a pas cette autorisation qui a été donnée par le juge ou éventuellement par le conseil de famille, en fait, cette personne responsable ne peut pas se prononcer et donner d'autorisation. C'est ça qu'il faut vraiment valider avec le juge. Je ne sais pas si je suis claire par rapport à ça. Je Et puis, recherche les mots exacts, parce que je les avais mis. Donc, c'est le juge des contentieux de la protection, donc qui s'occupe de personnes vulnérables. Et en fait, il faut valider que la personne qui représente le patient majeur a une autorisation pour les actes de santé, ce qu'ils appellent, eux, à la personne, en fait. Voilà. S'il n'y a pas cette autorisation-là, demander l'avis du tuteur n'a pas de... On l'informe, en fait. Ce qu'on fait d'accord. souvent. On informe le tuteur qu'il va y avoir une intervention ou qu'on on va mettre en route une sédation ou qu'on arrête une nutrition, mais le tuteur en fait nous répond bah oui, faites ce que bon vous semble parce que je n'ai pas de droit à me prononcer là-dessus. Hein. Par contre, si au niveau d'une famille, un conseil de famille et un frère ou une sœur ou un conjoint qui a l'autorisation donnée par le juge de se prononcer pour tout ce qui touche à la santé de son proche, à ce moment-là, on va informer cette personne référente et elle va pouvoir nous dire OK, je donne mon accord pour cette intervention-là ou pas. Il y a un droit à l'accès aux soins sur une intervention sur le corps, par exemple, une intervention chirurgicale ou pas, on peut écouter cette personne. Mais il faut que ça soit bien stipulé dans l'arrêté qui a été donné par le juge. Alors, il y a, il y a 2 questions qui viennent de tomber. On va terminer sur cette question-là et puis effectivement, il y a une autre, question on y répondra du coup derrière sur la partie réalité de terrain. Hem, ah, alors, à quel âge, parle-t-on d'enfant ou d'ado? Alors je parle notamment, hein, sur le droit du patient, hein, mais à ce niveau, sur le sujet des directives anticipées, parce que ça peut être différent, pour les IVG et cetera, pour les centres de maladies rares, hein, où des fois il y a des âges, c'est 15 ans et 9 mois, enfin voilà, mais pour les directives anticipées, c'est quoi? C'est 18 ans? À 18 ans, c'est adulte. Oui, Donc dans la loi, c'est marqué toute personne majeure. d'accord. Donc c'est l'adhésion aux soins Elle est pour les aux personnes soins. majeures. D'accord, donc l'adhésion aux soins, c'est d'accord, c'est, personne majeure, mais comme vous l'avez évoqué, Oui, pour moi les j'ai dit mineurs, les on adolescents, c'est difficile, on va les considérer c'est quand on ça, va parler avec eux comme un adulte. ouais. On va vraiment prendre en compte ce qu'ils demandent. Mais après, moi, j'ai pas de notion. Alors là, j'ai pas regardé, hein, j'ai pas vue Mmh, de notion d'âge, 15 ans et 9 mois, là, comme vous dites, pour mmh, d'autres mmh, réglementations. Ah, mais je sais que si nous, on intervient en pédiatrie, par exemple, en tant que soins palliatifs, on voit aussi avec les pédiatres, avec les équipes, la maturité de l'enfant aussi. Vous mmh, avez des mmh, enfants de mmh, 15 ans qui ont la maturité d'un jeune de 17 ans parfois. Donc, mmh, c'est tout ce lien avec lui qui fait qu'on va entendre sa demande en fonction aussi de sa maturité, de sa capacité à discerner. mmh. Donc ça va être une affirmation et on va continuer. Quels sont les soins palliatifs dans les Hauts-de-France? Et en fait, je vais répondre si vous allez directement sur le site, des soins palliatifs des Hauts-de-France, au niveau régional et vous avez l'ensemble des sites. C'est très bien fait, leur site est très bien fait. Voilà et c'est le logo qu'on a mis, en avant, dès la première page. Je vous propose que l'on Donc là, la deuxième partie de l'exposé,
on avait parlé de la législation, de la mise en place, donc c'était un petit peu rébarbatif peut-être. Là, j'avais besoin de vous montrer quelques diapos que je vais passer assez vite sur les réalités de terrain, parce que les textes de loi, c'est très bien, c'est très beau, mais après, comment est-ce qu'on les met en pratique, ça, c'est souvent une autre chose. Donc, se remettre quand même dans le contexte actuel, hein, plus de 700 000 personnes vivent actuellement en EHPAD, ça, c'était en 2017, c'est en constante augmentation, l'âge médian est de 87 ans, le niveau de dépendance dans les EHPAD est de plus en plus fort. On estime aussi que la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée touche 900 000 personnes en France. L'espérance de vie aujourd'hui, 89 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes. Chaque année, un quart des décès se fait en EHPAD et près de 60% des décès se font à l'hôpital. Là, déjà, on voit que pas mal de questions se posent. Les directives anticipées pour les personnes âgées en EHPAD, les personnes âgées ou les personnes ayant des troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer, comment est-ce qu'on fait pour répondre aux dispositifs de la loi autour des directives anticipées. Diapo suivante. Alors là, c'est les causes de décès que vous connaissez, hein, c'est surtout cancer, maladie cardiovasculaire et puis les maladies du système nerveux ou maladies neurodégénératives qui arrivent en première ligne. Diapo suivante. Alors, un sondage qui a été fait en 2018 qui est assez intéressant, qui a été fait par BVA et à la demande du Centre national autour de la fin de vie, pour voir comment sont connues les directives anticipées. Diapo suivante. Alors, il y a eu 2 sondages. Un sondage auprès des Français de plus de 50 ans, qui montre que la loi est connue à peu près par 60% des Français, c'était en 2018, mais je pense que ça n'a pas énormément changé, que 40% des Français déclarent que cette loi a mis en place cette directive anticipée, qu'ils ont appris cela souvent par les médias et un peu par l'entourage. 13% des Français de plus de 50 ans disent avoir rédigé des directives anticipées. C'est à peu près les taux qu'on retrouve même dans nos établissements. Et puis, en fait, elles sont souvent des gens plus âgés et par des gens qui sont en mauvaise santé, ce qui semble tout à fait logique. C'est intéressant là de voir aussi cette notion de temporalité, hein, qu'on a abordée un petit peu tout à l'heure, mais rédiger ces directives anticipées quand on est en bonne santé, c'est pas forcément évident, mais la façon dont on se projette est complètement différente de quand on est malade, avec une maladie chronique grave, avec un pronostic létal à plus ou moins court terme. L'engagement personnel pour rédiger ces directives n'est pas avec la même intensité. Voilà. Et est-ce que les personnes sont confrontées à la rédaction des directives anticipées par un proche? Ce n'est pas très fréquent, en fait. 12% des Français. Diapo suivante. Une enquête donc faite également en même temps au niveau des responsables d'EHPAD. Ça me semblait intéressant de faire un focus sur les personnes âgées. Donc, ce qu'on voit en général, c'est qu'évidemment, les responsables d'EHPAD, à 97%, savent qu'il existe une loi sur la fin de vie et 100% que la loi a introduit les directives anticipées. 88% des responsables d'EHPAD déclarent savoir précisément de quoi il s'agit. Ensuite, par rapport aux dispositifs mis en place dans les EHPAD sur les directives anticipées, 75% des responsables disent que ce dispositif est présenté de façon systématique. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'organisation de la présentation ou de la récupération des directives anticipées. On verra dans la diapo tout à l'heure que en fonction des responsables d'EHPAD, ça a été confirmé dans une autre enquête. Parfois, c'est des discussions qui sont faites avant l'admission dans l'établissement. Parfois, c'est dès le jour de l'admission ou d'autres équipes qui posent le principe que non, ça ne sera jamais fait à l'admission, mais dans les 15 jours après l'admission. Donc, c'est quand même assez formalisé. Et puis, d'autres EHPAD qui ne le formalisent pas de manière aussi précise. Donc, ça pose quand même la question de l'admission en EHPAD et d'une équipe soignante qui arriverait avec en tête l'obligation de faire rapidement une discussion autour des directives anticipées. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la personne qui est déjà en deuil de sa vie antérieure, de son logement qu'elle vient de quitter, d'arriver dans un établissement et d'aborder tout de suite la notion de fin de vie et de ses choix, d'être consciente. Les familles sont souvent impliquées et régulièrement directives anticipées. Là, j'ai un bémol à mettre aussi, faire attention. On a vu aussi à travers les enquêtes que parfois, ou dans les discussions avec les EHPAD aussi, que parfois on demande aux familles de nous dire les directives anticipées du patient, alors que le patient ne les a pas écrites. Et on a déjà vu des directives anticipées écrites
par des familles ou par des personnes de confiance. Alors ça, c'est complètement interdit, hein. C'est vraiment complètement illégal. Les échanges sur les directives anticipées ne sont pas systématiquement accompagnés d'une action. Ça revient pour 46% des responsables d'EHPAD. Déclarent que la conversation sur les directives anticipées mène rarement à la rédaction. Ça, c'est quelque chose qu'on revoit dans le quotidien et qu'on va voir dans la conclusion de l'exposé. C'est l'importance en fait des discussions anticipées autour de la fin de vie. C'est peut-être la rédaction des directives anticipées, mais on n'y arrive pas souvent. Mais ce qui semble vraiment fondamental, ce sont ces discussions anticipées. Ensuite, on a 74% des responsables d'EHPAD qui estiment que le sujet des directives anticipées est un sujet prioritaire, qu'il fait partie de la politique des EHPAD. Faire attention aussi, là c'est ce qui a été repéré aussi parfois, attention, la rédaction des directives anticipées ou le taux de rédaction des directives anticipées dans une EHPAD n'est pas un critère de qualité. Là, on est vraiment dans le côté qualité, là, en disant c'est tout ce qui est autour de l'information, du respect du patient, etc. Mais le fait qu'une directive soit rédigée ne doit pas rentrer dans un critère de qualité. Ça, c'est très, très, très important. Donc, on est en train de faire la course pour avoir le plus de directives anticipées dans nos établissements ou dans nos services. On n'est pas un mauvais service quand on a un mauvais taux de directives anticipées, mais on est effectivement un bon service si on a la traçabilité, la preuve qu'on a eu des discussions anticipées avec le patient, c'est-à-dire la capacité d'une équipe, qu'on soit en EHPAD ou en HAD à la maison ou en médecine libérale, la capacité à aborder ces sujets. Diapo suivante. Donc là, je vais passer un peu plus vite. Ce qui me semble intéressant, c'est de voir le moment pour les recueils des directives anticipées. Eh bien, en fait, on voit un peu tout. C'est pas du tout précis. Ça peut être plus tard, ça peut être tout après. Donc, c'est pas du tout défini. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne soit pas défini. On doit s'adapter au patient et pas le contraire. La connaissance des outils, on l'a vu. Qu'est-ce qui gêne les praticiens pour aider à la rédaction des directives anticipées? Alors, ce que mettent les médecins, ce sont l'altération générale du patient, les difficultés de communication, les troubles du comportement, l'anxiété-dépression qui fait peur aux médecins en disant « mais si je parle des directives anticipées », ce qui revient souvent, c'est « je vais majorer la dépression, qu'est-ce que je vais provoquer, etc. » Et puis, l'isolement social du patient. Diapo suivante. Les praticiens aussi, ça c'était au niveau des médecins, hein, dans des plutôt de SSR gériatrique. Les médecins signalaient le manque de temps, la gêne pour aborder le sujet et la peur de choquer le patient. Alors le manque de temps, c'est vrai que si on aborde les directives anticipées, ça prend du temps. Mais en même temps, on est tous conscients au niveau soignant que si on prend du temps en amont pour évoquer les directives anticipées et discuter autour du projet de soins du patient, du projet thérapeutique, on gagnera du temps après, puisque la discussion sera plus fluide. Je pense qu'on aura une discussion beaucoup plus en vérité avec notre patient. Et c'est ça qui est fondamental. Et en vérité aussi avec les proches et les familles. Donc ça apaisera aussi beaucoup de conflits. Quand on n'aborde pas ces sujets-là, on arrive au moment un peu dans un goulot d'étranglement dans cet espace de fin de vie où la personne est extrêmement vulnérable. On est avec des émotions du côté du patient, du côté des proches et des familles, et aussi du côté des équipes soignantes. Et quand ces sujets ne sont pas abordés, eh bien, on a tous les risques que ça se passe de manière beaucoup plus difficile. Alors, ce qui est curieux aussi, c'est est-ce que les médecins expriment en fait, qu'il y ait des directives anticipées ou qu'il n'y en ait pas, en fait, ça va pas être plus difficile s'il n'y a pas de directive anticipée. Donc là, je crois qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour que le corps médical aussi comprenne que, oui, il peut décider tout seul, mais en fait, la bonne décision dans le projet thérapeutique du patient, c'est avec le patient et avec ses souhaits. Ensuite, occasion d'assister un patient pour la rédaction des directives anticipées, bien là, on a la clé de la réponse. 68% des médecins expriment n'avoir jamais participé à la rédaction des directives anticipées. Alors là, je n'ai pas le taux chez les médecins traitants en ville, qui sont avec une connaissance du parcours du patient parfois beaucoup plus longue, et une connaissance aussi de l'intimité qui est un peu différente. Mais ça pose vraiment question. Ça veut dire que discussion autour des directives anticipées aux équipes soignantes, point d'interrogation, aux psychologues, point d'interrogation, ça je ne sais pas. Au niveau des soins palliatifs, c'est notre pratique courante. J'ai du mal actuellement à me dire comment est-ce qu'on peut ne pas aborder ces sujets-là avec son patient quand on est avec un patient qu'on accompagne dans une maladie chronique évolutive. C'est très interpellant.
ce côté médical qui s'efface par rapport à ce sujet-là, peut-être sous le côté j'ai pas le temps. C'est aussi voir la fin de vie, c'est accepter qu'on va arrêter des choses, arrêter des traitements, limiter des thérapeutiques. C'est quitter aussi ce qu'on avait appelé dans notre formation médicale l'obligation de moyens, tout faire pour le patient jusqu'au bout, se démarquer de ce processus-là. C'est interpellant. Diapo suivante. La connaissance de la loi Leonetti, ben, je vais passer parce que globalement les soignants connaissent. On peut passer. À souligner aussi par rapport à les attitudes médicales, ça c'est très intéressant aussi, c'était dans le rapport SICAR, eh bien c'est le manque de formation des médecins. Vous avez compris à travers ce diaporama que si on veut évoquer les directives anticipées avec le patient, il y a toute une composante qui est autour de la relation qu'on a, relation en vérité avec notre patient dans l'accompagnement tout au cours de la maladie, mais il y a aussi la connaissance de la loi, des enjeux qu'il y a derrière et la connaissance aussi des solutions qu'on peut apporter aux patients. C'est-à-dire aborder les directives anticipées sans savoir ce que c'est que le double effet ou sans savoir ce qu'est la sédation, et en fait c'est très compliqué. Et donc ça passe par quoi? Par la formation. On sait très bien qu'il y a un manque de formation énorme autour de la loi Leonetti, de la loi Claes-Leonetti, que le développement des soins palliatifs n'est pas parfait. Il y a encore 26 départements, je crois, qui n'ont pas d'unité fixe de soins palliatifs en France. La formation médicale et soignante autour des soins palliatifs, elle est insuffisante. Voilà, donc tout ça, ça pose plein de questions. Peut-être aussi pour ça que les médecins abordent peu ces sujets-là. À la diapo suivante. Proposition d'amélioration, ben, c'est l'information du grand public sur la loi, par les médias, c'est accéder à l'information. C'est aux médecins traitants aussi d'informer au cours de leur parcours les patients. C'est avoir des documents adaptés à la population aussi gériatrique. On a évoqué aussi la pédiatrie, j'aurais pu rajouter dans le diaporama. C'est l'implication d'une aide extérieure pour avancer sur les directives anticipées, l'aide des équipes de soins palliatifs, l'aide de psychologues, et ça passe évidemment par la formation des soignants. Diapo suivante. Là, j'avais mis des formulaires. Il faut savoir qu'il y a un formulaire HAS qui est très bien fait sur la rédaction des directives anticipées et qui nous permet de suivre avec le patient, de pouvoir rédiger ce qu'il souhaite. On ne va pas le lire là parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais ce que je voulais voir, passer la diapo d'après, ce sont des formulaires qui sont très bien rédigés. Seulement, je pense qu'un patient tout seul n'est pas forcément en capacité de l'écrire parce que de temps en temps, les formulations demandent quand même une connaissance médicale ou en tout cas des explications médicales sur les terminologies. Donc l'idéal de ces formulaires, en fait, c'est de les faire avec le patient, donc que quelqu'un l'aide à le remplir, en particulier un soignant, parce que quand on parle d'intubation, de trachéotomie, d'alimentation entérale, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une alimentation entérale? Voulez-vous une alimentation entérale? Oui, non. Voulez-vous une trachéotomie? Oui, non. Je ne pense pas que tout le monde sache exactement ce que c'est. Donc, on met en difficulté aussi un patient quand il est face à ce formulaire tout seul. C'est comme les questionnaires d'évaluation de la qualité de vie, etc. Ces formulaires doivent être accompagnés. Donc là, j'avais par exemple un patient, au début, je souhaite exprimer ici mes convictions personnelles. Eh bien, le patient va mettre, moi, ce qui est important, les dernières directives que j'ai eues là, il y a une semaine, le patient a écrit dans cette case-là, ce qui est important pour moi, c'est de manger et de boire sans être aidé. Ce qui fait que derrière, tout ce qui était alimentation artificielle ou aide, il le refusait complètement. Ensuite, dans la la case d'après, je souhaite préciser ce qui me paraît important concernant ma situation actuelle. Il avait mis je ne veux être accompagné que par sa compagne. Il refusait les visites d'autres personnes. Diapo suivante. Quand il s'exprimait, par exemple, concernant la mise en œuvre d'une réanimation cardio-respiratoire en cas d'arrêt cardiaque et ou respiratoire, il avait mis « je refuse ». Ensuite, concernant la dialyse, l'assistance respiratoire, etc., il avait mis « je refuse ». Mais c'est quelqu'un qui avait toute sa capacité pour comprendre ce que c'était qu'une dialyse chronique, par exemple. Donc, je pense vraiment qu'on doit accompagner le patient dans la rédaction de ces directives, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas les écrire comme ça. Ça veut dire qu'avant, il y a eu énormément de discussions, ce qu'on appelle les discussions anticipées, autour du parcours du patient.
pour vous, jusque où vous voulez qu'on aille, des phrases un petit peu bateau comme ça. Est-ce que les soins qu'on vous prodigue vous semblent adaptés? Est-ce que ça vous semble trop lourd? Parlez aussi des limites avec le patient. Est-ce que vous avez la possibilité de nous dire vos limites? Est-ce que c'est supportable? Est-ce que ça devient insupportable? Des questions, par exemple, au niveau des chimiothérapies, quand on est en phase palliative, mais qu'on a encore des chimiothérapies parfois, de demander au patient la supportabilité des effets secondaires, de ce qu'il ressent. Diapo suivante. Je souhaite évoquer d'autres situations, comme par exemple la poursuite ou l'arrêt de traitement ou d'acte pour ma maladie. Là, le patient aussi peut écrire d'autres choses. Diapo suivante. Donc là, il y a une autre rubrique dans le formulaire HAS qui est « Quand je n'ai pas de maladie grave ». Donc ça, je vous laisserai le regarder, mais je ne vais pas m'attarder aujourd'hui parce qu'on n'est pas vraiment avec les mêmes enjeux. Diapo suivante. Localisation de mes directives anticipées. La dernière personne m'a mis c'est dans le tiroir, dans la table du salon. Voilà, donc les patients cachent ou rangent leurs directives anticipées dans des endroits parfois pas forcément accessibles par le médecin hospitalier dans le cadre des urgences. Diapo suivante. Diapo suivante. Voilà, donc ça c'est toujours sur les directives anticipées, mais on en a parlé tout à l'heure, donc on peut passer. Ça, ce sont des modèles. Un autre modèle de directive anticipée qui avait circulé il y a quelques années, où là, le patient coche juste des oui ou des non. Donc, si je devenais incapable de m'exprimer de manière irréversible, je souhaiterais éventuellement bénéficier, oui, non ou je ne sais pas, des traitements suivants à entreprendre ou à poursuivre. Donc, rayer les mentions inutiles. J'ai conscience qu'il ne s'agit là que d'une proposition de ma part. Alors ça, c'était en 2010. Maintenant, si on refaisait ce document-là, c'est plus une proposition de sa part, hein, c'est des directives anticipées qui sont opposables. Donc là, le médecin, il doit appliquer les choix du patient. Respiration artificielle, une machine qui me remplace ou qui aide à ma respiration, non. Trachéotomie, je ne sais pas. En fait, je ne suis pas sûre que le patient ait compris les enjeux d'une trachéotomie. Intubation, non. Ventilation non invasive, oui. Le patient dit qu'il ne veut pas de respiration artificielle, donc pourquoi est-ce qu'il met qu'il veut bien éventuellement une ventilation non invasive, une VNI, hein, avec un masque qui peut devenir en fait un système de respiration artificielle 24 heures sur 24 et un système de maintien en vie. Donc là aussi, ça peut poser question. Respiration cardio-respiratoire, il nous met non. Alimentation artificielle, il met oui. Qu'il veut bien nutrition effectuée au moyen d'une sonde placée dans l'estomac ou d'un dispositif intraveineux. Et ensuite, pour la réhydratation, le même patient met qu'il ne veut pas de sonde placée dans le tube digestif, alors qu'il a accepté la nutrition par sonde, qui fait que logiquement, s'il est nourri par sonde dans le tube digestif, on risque de mettre une hydratation aussi dans la sonde. Donc voilà, on voit déjà bien des petites discordances. Diapo suivante. Ce même patient, donc là je passe un peu le début, mais dans l'avant-dernière case, médicaments ou techniques visant à tenter de prolonger ma vie, non, il n'en veut pas. Et dans les diapos d'avant, il accepte, s'il est voilà, dans des conditions de fin de vie, d'avoir une nutrition artificielle, en fait. Donc, vous voyez comme c'est compliqué pour un patient de remplir des documents comme ça si ce n'est pas accompagné et qu'on n'explique pas exactement ce que fait le tuyau qui passe dans le nez ou la perfusion ou la trachéotomie. Diapo suivante. Des exemples de phrases rédigées. La première, c'est une dame avec une SLA qui met « Si mon état de santé s'altère avec apparition d'une détresse respiratoire et une sensation d'étouffement qui ne peut pas être soulagée, je souhaite que l'on m'endorme pour ne plus être conscient de mon état ». Bon, là, c'est parlant pour une équipe médicale, parce que là, elle parle bien d'une détresse respiratoire qui ne peut pas être soulagée. Donc, on serait face à une souffrance réfractaire. Voilà, je ne souhaite pas dans ce cas que l'on prolonge artificiellement ma vie. Diapo suivante. Une autre patiente qui met « Je ne souhaite pas d'acharnement thérapeutique, je veux mourir dans la dignité ». Ça, ce sont des exemples de directives anticipées qu'on voit extrêmement souvent, avec lesquelles on ne peut quasiment rien faire. Je veux mourir dans la dignité, j'allais dire, c'est une évidence. Tout va être fait pour que la personne meure le plus dignement possible et que la personne reste digne jusqu'au bout, de toute façon, puisqu'elle est digne en soi. Mais je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, ça fait partie de l'obligation médicale, de toute façon, de refuser l'obstination déraisonnable. Le médecin n'a pas le droit d'être dans l'obstination déraisonnable. Donc ça, c'est une directive anticipée qui n'est pas utilisable. Diapo suivante.
Une autre directive, je ne veux pas que l'on prolonge ma vie de manière artificielle, pas de ventilation assistée, pas de trachéotomie, pas d'intubation, pas d'alimentation entérale, je veux mourir dans la dignité, je ne veux pas être maintenue dans un état de dépendance contre ma volonté. Donc là aussi, ce sont des choix qui sont assez clairs et qu'on peut utiliser. Diapo suivante. Et si tout cela n'est pas possible, diapo suivante, si le patient n'est pas en capacité de dire... je vais vous couper, docteur. Je regarde s'il y a des questions avant de passer sur l'impossibilité. Effectivement, on nous évoque les difficultés des formulaires, des fois de l'accessibilité des formulaires, que ça peut être compliqué. Voilà, et puis on a une question, notamment en psychiatrie. Les directives anticipées ne concernent que les soins somatiques. Point d'interrogation. Et pas les soins psychiatriques, comme par exemple un passage d'un centre post-cure en psychiatrie à une hospitalisation psychiatrique, car le patient n'est plus stable. Et alors moi j'ai envie de tendance de dire qu'en fait les directives anticipées, comme on l'a dit en préambule, ça concerne l'ensemble des périmètres, quel que soit le secteur et le parcours de soins du patient, même depuis chez vous, voilà, a-t-on pensé déjà en bonne santé, a-t-on déjà pensé à rédiger ces directives anticipées, j'allais dire. Voilà. Tout à fait. Alors pour la psychiatrie, c'est pas mon domaine d'activité principale, mais à partir du moment où le patient est considéré comme ayant sa capacité à discerner, de toute façon, il est libre de refuser un traitement. Ensuite, s'il est même avec une capacité de raisonnement altérée, on doit écouter au maximum sa parole, et c'est la collégialité qui fait que la connaissance du patient, de son histoire de vie aussi, qui fait qu'on va l'accompagner. Mais il n'y a pas d'impossibilité d'écrire des directives anticipées en psychiatrie. Pour moi, je ne vois pas. Après, si le patient évidemment est dans un accès psychotique, c'est pas possible, mais on travaillait sur les directives anticipées, en tout cas, et sur ces discussions anticipées. Diapo suivante. Oui. Oui, c'est à vous. Alors, si on n'a pas de directive anticipée, qu'est-ce qu'on peut faire si le patient ne peut pas exprimer les choses parce qu'il a des troubles cognitifs majeurs? Eh bien, alors là, non, ça c'est la diapo d'avant, pardon. Là, non, alors celle d'après. Si on n'a pas de directive anticipée et que le patient ne peut pas s'exprimer de manière... Si on n'a pas de directive anticipée, alors là, je suis perdue dans mes diapos. Là. En absence de directive anticipée, les praticiens évoquent l'avis du patient, la traçabilité dans le dossier, la discussion, l'avis de la personne de confiance, les discussions avec l'entourage du patient, les discussions multidisciplinaires et les procédures collégiales. Tout ça, c'est pour protéger le patient, croiser les regards, multiplier la façon de voir comment a évolué le patient tout au cours de sa maladie ou de son histoire de vie, et de relire aussi dans le dossier toutes les petites notes qu'on peut avoir. Diapo suivante. L'expression de la volonté verbale du patient. On a parfois des patients qui refusent d'écrire des directives anticipées, mais on va faire très attention au niveau des équipes soignantes. Et ça, on essaie de faire vraiment une éducation de nos équipes à repérer toutes ces petites phrases, par exemple, qu'on peut retrouver. J'ai fait mon chemin, j'ai bien vécu, j'ai une belle vie, c'est bien. Je voudrais rejoindre mon mari, je voudrais rejoindre ma fille, je voudrais partir, je voudrais mourir, je voudrais partir comme mon frère ou ma sœur. C'est le moment de partir, ça suffit, c'est trop, laissez-moi tranquille. Pourquoi un patient dit ça suffit, c'est trop? Est-ce qu'on est dans l'obstination déraisonnable? Est-ce qu'il en a marre? Est-ce qu'il est avec une souffrance réfractaire? Est-ce qu'il trouve qu'il est trop techniqué? Que fait le Seigneur? Pourquoi Dieu ne me rappelle pas, ne m'entend pas? Pourquoi je suis encore ici? À quoi ça sert? Vous voyez, la question du sens, le sens de la vie peut-être, mais aussi le sens des traitements, le sens d'une alimentation artificielle, le sens d'une chimiothérapie. Je ne veux pas d'acharnement, je refuse d'être réanimé, je voudrais mourir comme, je ne veux pas de tuyaux comme, je ne voudrais pas être comme. Les personnes en fin de vie, ou les personnes âgées aussi, en fonction de toute leur histoire de vie,
ont côtoyé des gens qui ont eu des maladies graves, ont vu des gens mourir dans des conditions entre guillemets atroces, et donc ont aussi une représentation parfois de la fin de vie qui est liée à leur histoire de vie. Donc dans toutes ces discussions anticipées, c'est important aussi d'aller chercher pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas mourir comme telle personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, cette personne est morte dans des conditions horribles, en se tordant de douleur, ou bien elle est morte asphyxiée comme un poisson en dehors de son bocal. Eh bien, on va reprendre ça en tant que soignant. Mais donc, vous avez peur, ça vous fait peur, vous avez peur que ça vous arrive. Ben oui, j'ai peur de ça. Eh bien, sachez que on peut vous soulager et qu'on ne vous laissera pas. On s'engage en tant qu'équipe. Vous savez qu'il y a la loi Leonetti qui vous permet de demander si ça vous arrive à être sédaté. Mais les équipes médicales, les équipes soignantes connaissent les médicaments et ne vous laisseront pas asphyxier, etc. Et on rentre dans la discussion comme ça. Je ne veux plus me battre, je n'ai plus envie de vivre, je ne veux plus aller plus loin, ça suffit. Diapo suivante. Expression de la volonté non verbale, les petits signes, mais ça, les soignants connaissent ça très bien, et même mieux que moi. Le refus de soins, je ne veux plus manger, je ne veux plus faire ma toilette, je ne refuse l'hydratation, j'arrache mes perfusions, mes sondes de manière itérative, je me replie sur moi-même. Attention en gériatrie au repli, à l'isolement, au patient qui est un patient calme, qui s'isole dans sa chambre et qui en fait laisse tranquille les équipes soignantes. C'est vers celui-là qu'il faut aller voir, qu'il faut aller. Diminution des interactions avec les troubles cognitifs. Tout changement doit interpeller en plus ou en moins. Ce sont des petits signes qui doivent interpeller les équipes. Qu'est-ce qui se passe? Donc, toujours mettre la clinique en parallèle. Rechercher les inconforts. Le syndrome anxio-dépressif à la ligne. Diapo suivante. Le message qu'on voudrait laisser avec cet exposé, c'est vraiment de favoriser la capacité d'expression du patient, quel que soit son mode d'expression. Verbal, écrit, son expression corporelle, chercher ses souhaits, ses désirs, ses préférences, ses convictions, connaître ses valeurs, et rester toujours en cohérence avec son histoire de vie pour nous aider à mieux décider quand on doit prendre des décisions difficiles. Diapo suivante. Les objectifs, c'est donc de respecter la volonté du patient, mettre en avant son autonomie, dans un but d'aider les équipes soignantes pour prendre les bonnes décisions. Pourquoi? Pour éviter les situations pourvoyeuses d'inconfort. Décider dans l'urgence est toujours difficile et c'est là qu'on prend souvent les mauvaises décisions. Maintenir la personne sur son lieu de vie le plus possible en domicile ou en EHPAD ou en HAD, à la maison par exemple. Si on a eu des discussions anticipées, si on a des directives anticipées, on sait globalement tous ensemble avec le patient et les proches vers quoi on va aller et ce qu'on peut faire. Et si on a évoqué ce sujet-là, on va anticiper la fin de vie, on va pouvoir mettre des protocoles anticipés avec l'aide des soins palliatifs par exemple. On va avoir une réactivité des intervenants beaucoup plus rapide et beaucoup plus opérationnelle si on a fait des directives anticipées. Ça nous permet d'éviter des hospitalisations qui sont évitables et de réaliser par exemple des fiches SAMU pour prévenir l'intervention du SAMU, que ce patient-là veut mourir au domicile ou veut mourir en EHPAD ou que ce patient n'est pas à réanimer. Ça permet aussi de développer ce qu'on appelle l'HAD palliative, par exemple dans les EHPAD avec les dossiers dormants, c'est-à-dire des évaluations anticipées de situations de crise, avec une ouverture de dossier sans qu'il y ait une intervention tout de suite de l'EHPAD, mais le patient est connu et si dans l'urgence il y a une problématique aiguë de fin de vie, l'HAD peut intervenir puisque le dossier est déjà préouvert. Ça, c'est extrêmement intéressant et ça commence à se développer aussi dans la région. Et puis, bien sûr, l'intervention des équipes mobiles de soins palliatifs ou des dispositifs d'appui à la coordination, enfin, tous les maillages sectoriels qui nous permettent de développer les soins palliatifs de manière précoce et anticipée. Diapo suivante. Donc, vous avez bien compris, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est les discussions anticipées évolutives pour aboutir, dans le meilleur des cas, à la rédaction de la directive anticipée, mais on n'y arrivera pas forcément. Ce qu'il nous faut chercher, c'est les priorités du patient, ses préférences, ses souhaits, ses désirs, les tracer dans le dossier et respecter sa temporalité. Pour cela, il faut qu'on soit en empathie, en écoute, en disponibilité, évidemment dans le non-jugement, et tout cela avec tact et délicatesse. Diapo suivante. Place de la personne de confiance, des proches, des équipes soignantes. Toutes ces personnes sont importantes et indispensables. Diapo suivante. Et bien sûr, soulager la souffrance physique comme la souffrance psychique. Et puis rester toujours, comme on l'a dit au début de ce diaporama, dans une réflexion éthique, avec un équilibre entre les extrêmes, ne pas être dans l'obstination déraisonnable, mais ne pas non plus être dans l'abandon thérapeutique et la non-insistance. Diapo suivante.
Et on respecte les principes éthiques. Diapo suivante. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on a encore un peu de temps pour les questions. Si vous avez des questions, soit sur le chat ou questions ouvertes, n'hésitez pas à utiliser votre micro. Vous avez des questions? Des questions pratico-pratiques ou que vous vivez au quotidien et pour lesquelles vous avez pu parfois, des fois, souvent, toutefois, néanmoins, rencontrer des difficultés? Bien, eh bien, on va clôturer, Ah, il y a une question, oui. Oui, bonjour. Je me permets juste du coup, de vous poser une petite question, parce qu'on est souvent face à des professionnels qui se disent, bah voilà, moi je suis dans un secteur de médecine, mon patient n'est pas hospitalisé pour quelque chose de grave. Je trouve ça vraiment, vraiment délicat de parler des directions anticipées. Donc, qu'est-ce que vous recommandez dans ce cas de figure-là, et à quel moment en discuter avec le patient? Alors, pour un patient en médecine qui ne vient pas pour quelque chose de, effectivement, de grave et de létal, ce qui est donné comme conseil pour aborder ces sujets-là, c'est de s'attacher à la loi, en fait, en parlant de est-ce que vous êtes au courant? Bon, maintenant, il y a une nouvelle législation qui nous demande de demander à chaque personne entrant dans l'hôpital s'il a rédigé des directives anticipées. La personne va vous répondre non, pourquoi, c'est quoi? Et à ce moment-là, vous dites, bah, vous savez, ça, voilà, la loi nous permet de pouvoir désigner une personne de confiance qui vous représente, etc., etc. Dans le cas où, mais ce sont des questions qu'on pose à tout le monde, c'est la loi qui nous le demande, etc. De vous mettre derrière le côté de la loi et rentrer comme ça en discussion avec le patient pour que ce soit, j'allais dire, presque banalisé quand il vient, je ne sais pas, pour une intervention, entre guillemets, banale. D'accord, oui, ok, c'est une bonne technique. Mais du coup, on le fait à l'entrée, alors au même titre que la personne de confiance, quoi. Oui, en général, ça se passe bien quand c'est comme ça parce qu'ils voient que c'est du systématique et qu'on le demande à tout le monde. On parle de qui est votre personne référente et puis après, qui est votre personne de confiance. Et puis après, est-ce que vous avez rédigé vos directives anticipées? Vous ne savez pas ce que c'est? Ben, je vais vous expliquer. Tiens, ça peut servir. Et puis voilà. Et puis en général, ça se passe bien. D'accord, donc dans ce cas-là, ouais, on informe la possibilité de le faire et si le patient souhaite le faire, est-ce qu'on l'oriente plutôt vers je sais pas, un infirmier, plutôt vers un médecin ou peu importe finalement celui qui a le temps? En fait, c'est un soignant, j'allais dire, quel qu'il soit, à partir du moment où le soignant sait ce que sont les directives anticipées et connaît un peu la loi. Parce qu'effectivement, il ne faut pas se retrouver piégé. Après, si le soignant est piégé parce qu'il ne peut pas répondre aux questions, on lui dit bah, c'est pas grave, on va voir si quelqu'un d'autre peut vous aider, si c'est important pour vous. Mais c'est amorcer une discussion en tout cas. Très bien, je vous remercie. Et ça veut dire, docteur, est-ce qu'on peut désigner du coup un référent sur ce sujet? Ou ce serait un peu trop stigmatisant ou un peu trop, vous voyez, comme souvent dans les centres hospitaliers, on désigne un référent douleur, un référent hygiène, un référent. Là, on est plutôt sur un référent droit du patient quand même quelque part. Enfin, l'objectif, c'est que tout le monde connaisse la directive anticipée, la loi Leonetti, quand on est soignant, c'est la moindre des choses, pour pouvoir justement répondre un peu à toutes les questions quand on fait un soin, quand on rentre dans une chambre. Après, avoir un référent qui serait peut-être un référent un peu formation, qui pourrait aller un peu plus loin et expliquer aux nouveaux qui viennent, parce qu'il faut penser aux étudiants infirmiers, aux stagiaires. Souvent, ça passe un peu à la trappe. Pense pas forcément à réexpliquer toutes ces choses-là. Donc le formulaire des directives anticipées, en fait, je pense que le risque, c'est peut-être avoir une équipe qui prend le formulaire qui existe dans tous les hôpitaux, dans tous les établissements, qu'on le colle sur la table de nuit et qu'on le laisse comme ça, comme la personne de confiance. Et puis le patient se retrouve face à ça, en disant mais c'est quoi là, qu'est-ce que je dois faire avec ça? C'est comment accompagner, et peut-être faire des petites formations, oui, comment accompagner la remise de ce formulaire. Ça, c'est intéressant. Alors là, il y a une question très pratique, hein, dans nos structures d'hébergement type EHPAD, les cadres de santé, enfin voilà, les soignants rencontrent les nouveaux résidents et la personne de confiance, c'est pas conscience, la personne de confiance 15 jours après l'entrée. Et c'est à ce moment-là qu'il y a l'information qui est livrée. Est-ce une bonne pratique? Alors moi, j'ai envie de dire que oui, le temps que la personne s'installe et tout. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, docteur?
Je pense que c'est bien de formaliser les choses, mais faut toujours s'adapter aux patients, quoi. C'est ça un peu le problème. Le formaliser permet d'y penser, de ne pas oublier. Après, ce que je trouve intéressant, c'est de faire des réunions d'information où les familles et les patients sont ensemble, pour que les gens entendent la même chose et que ce soit quelque chose de pas stigmatisant, c'est-à-dire qu'on voit que en fait tout le monde est là aujourd'hui en même temps et on va entendre tous la même chose, mais les gens vont se sentir plus ou moins concernés. Et après, c'est de reprendre, une fois qu'il y a eu la formation, c'est de pouvoir redire dans les services ou dans la chambre, dans l'intimité, ah ben vous êtes allé à la formation hier, ça va, vous avez compris, ça vous a interpellé, faut en rediscuter, parce que si on laisse la formation et que derrière c'est pas repris, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais en tout cas, le côté obligatoire, et il faut que au bout de tant de semaines, les directives soient écrites ou qu'il y ait une trace dans le dossier, ça, je pense qu'il faut se battre contre ça. Bien, merci docteur. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Une dernière question. Comment pratiquer, alors en HAD notamment, avec les patients isolés, comment on pratique notamment les directives anticipées, j'ai envie de dire comme à l'hôpital. Hein. Des fois, les gens sont aussi isolés à l'hôpital, mais voilà, les patients isolés sans famille. Oui, je pense que les équipes d'HAD sont des professionnels de santé, sont tout à fait une capacité d'aborder ces questions. Et j'allais dire, c'est un petit peu repérer toutes ces petites phrases qui peuvent interpeller et auxquelles on ne fait pas toujours attention. C'est « j'en ai marre »,« c'est trop lourd »,« à quoi ça sert ?» Et ça, c'est vraiment des phrases clés d'accroche. C'est pas anodin quand le patient dit « à quoi ça sert tout ce que vous me faites ?» J'en ai marre. Je pense que là, les soignants, hop, ils doivent s'agripper sur la question. Mais vous entendez, vous voulez dire quoi par là? Et puis hop, on enclenche. Mais vous pouvez le dire, vous avez le droit de l'exprimer, je peux le noter dans le dossier, il faut en discuter avec le médecin, etc. Bien. Eh bien, écoutez, il est 12h30. Je pense que nous allons clôturer donc cette intervention très très enrichissante. Encore un grand merci, docteur. Je vais écoutez, il y a plein de remerciements qui vont à votre attention. On va clôturer donc l'intervention. Quelques informations à vous faire passer au niveau du réseau santé qualité pour préparer donc la semaine sécurité patient. Je vais revenir en arrière, pardon. Pour préparer la semaine sécurité patient qui a lieu au mois de novembre au niveau du RSQR, on anticipe et donc dès le mois de septembre, dès le 26, on lance un programme qui est un jour un outil, petite intervention qui se fait en 1 heure. Donc la première, c'est le 26, l'implication des usagers dans la semaine sécurité patient. Le 9 octobre, les incontournables du retour d'expérience. Le 10 octobre, pourquoi les médicaments à risque et pourquoi le médicament à risque est-il aussi méchant? Le 11 octobre, l'identito, le bon soin aux patients. Le 12 octobre, éthique et certification. 13 octobre, maltraitance, témoignage de pratique professionnelle. Et 16 octobre, gérer le chariot d'urgence et les urgences vitales. Vous pouvez vous inscrire en ligne. À l'issue de chaque webinaire et à chaque date, vous repartez donc avec la présentation et un petit outil que vous pouvez déployer pendant la semaine sécurité patient, voilà, au sein de vos établissements. Donc, un jour, un outil. Pratico-pratique. Des formations que vous retrouvez aussi en ligne, des formations qui sont soit sur la partie, retour d'expérience, mais aussi les risques en établissement médico-social, l'identito-vigilance ou toute la partie risque médicamenteux, maîtrise du circuit du médicament et notamment en EHPAD. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur les formations qui sont financées soit par les RS ou au niveau du RSQ. Il y a début décembre, le 7 décembre, il y aura là aussi la journée régionale de sensibilisation au nouveau référentiel médico-social avec l'Agence régionale de santé, la Haute Autorité de santé et du CREAI. Un grand merci pour votre participation, votre attention. Le replay et les coordonnées du docteur Bircuy vous seront envoyés, ainsi que le support. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes, et au nom du RSQ et du docteur Bircuy, un bon appétit, une bonne continuation et un bon courage sur vos secteurs de soins. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.